tranquillement, comme ça les personnes peuvent regarder à leur rythme tranquillement. Bon, D'accord. Je vois qu'il y a Isabelle Pearson. ah oui, il y a Isabelle, oui, elle m'a demandé le lien tout à l'heure, oui. D'accord. Et je crois qu'elle va être avec Daniel. Bon, on leur fera un petit coucou tout à l'heure alors. Oui, oui, oui. Quel temps il a fait aujourd'hui à Val-de-Roure? Il y a des giboulées. Ah oui, oui, bah oui, tu me diras, Comme c'est de saison. c'est ça. Ouais, exactement. Oui, C'est de oui, ça saison. dure 5 minutes et puis ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Oui, S'il y a pas de giboulée au mois de mars, ça va être compliqué, hein. oui. Et oui, ça va. Et sinon, on est dans nos trucs là. Le week-end prochain, j'ai un stage à Paris, tu sais, sur le. Tu connais pas les anthoxylomes. Ah si, tu connais les poivres de Sichuan ou Oui, ouais, non? tout à fait, ouais, Les ouais, poivres de absolument, ouais, ouais, Sichuan. ouais. Ouais. Bon, c'est le genre anthoxylum. Donc, je vais faire 2 jours sur le genre anthoxylum à Paris, à l'endroit où je fais les stages d'habitude. Ah ouais, Et ça. ouais, les odeurs, c'est vraiment intéressant, les odeurs de xanthoxylum, parce que c'est utilisé en thérapeutique aussi, pas qu'en cuisine. D'accord. Donc, il y a différentes espèces. J'ai des huiles essentielles, puis je me suis fait une collection là des poivres. Et voilà, on va étudier ça au niveau surtout de l'odeur et des goûts. Donc, je suis là-dedans Et en ce moment. au niveau, comment je dirais, thérapeutique, les poivres, ça va soigner plutôt quoi? Oh, il faut le situer dans la famille. C'est dans la famille des citrus, c'est-à-dire c'est les rutacées. C'est la famille où tu as les citrons, les oranges. C'est des plantes, les anthoxylomes, c'est des plantes quand même à tropisme hépatobiliaire. Et puis ensuite, elles ont de bonnes affinités avec la peau. Donc, c'est des remèdes aussi de certaines dermatoses. Et bon, c'est comme des citrus, mais vraiment très primitifs. C'est des arbres à épines et des mêmes régions, c'est-à-dire plutôt asiatiques. Enfin, les principaux qu'on utilise, ils sont asiatiques. Et du coup, est-ce qu'ils ont cette, que tu parlais par exemple de l'aspect au niveau de la dermato, ou de cicatrisation. Est-ce qu'elles ont une parenté avec la cicatrisation de l'hélicryse ou ce genre de choses par exemple? Non, c'est pas du tout pareil, C'est pas du non. tout la même chose, ouais. Non, non, l'hélicryse, il y a des aspects antitraumatiques forts, c'est-à-dire de faire remonter les conflits récents ou les conflits anciens, alors que chez les anthoxylomes, tu n'as pas du tout cette vertu-là. Donc, le terme antitraumatique, en réalité, il est très général. Et tu peux l'appliquer à beaucoup, beaucoup de plantes, mais c'est pas du tout dans le même registre. Ouais, c'est pas le même, c'est pas le même sujet, quoi. Non, 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 ça, c'est très éloigné, oui. Et les personnes qui sont là, elles nous entendent. Oui, oui, ils nous entendent déjà, oui, tout à fait, hein, et D'accord. voilà, on a commencé. Je vais lancer la conférence tout à l'heure, mais j'attends. Les Il est visiteurs, là. 18h01, j'attends encore 2-3 minutes, et puis après, on va rentrer dans le. Mais je sais que Ouais, si je te branche sur un sujet, on t'arrête plus après. ouais. Mm. Et dis donc. C'est le genre de travail. Bon, leur montrer des. Il faudra que je t'en fasse passer des anthoxylomes. Ça t'intéresserait bien. Les odeurs, c'est vraiment très, très intéressant. Les odeurs des anthoxylomes, c'est splendide. Tu as ce qu'on appelle les poivres de Sichuan, mais tu as aussi, il y en a un qui pousse au Népal, qui est le poivre timur. Je ne sais Ouais, pas si ça te dit quelque ouais, chose. ouais, ouais, tout Le à fait, ouais, timur, ouais, ouais, tout à fait. le nom, parce que tu l'as vu en cuisine. Ouais, moi je C'est l'ai vu en ça, hein. cuisine, je l'ai vu en cuisine, ouais, je l'ai vu en cuisine, ouais. Mais il se distille. C'est une Ah ouais, odeur très, d'accord. très belle. Ouais, il se distille. Il y a une huile essentielle. C'est toute une production sauvage. Et puis ensuite, le Sichuan, lui, il est souvent cultivé. Et les gens en utilisent de plus en plus. Et puis bon, j'ai élargi l'exposé au poivre en général, c'est-à-dire au genre pipère, avec le poivre noir, mais aussi d'autres poivres étranges. Les poivres à queue, ce genre de choses, par exemple. Ah, c'est ça, Ouais, oui, le poivre ouais. de Madagascar. Bon, Ah, ça c'est celui-là. d'autres espèces. Mais D'autres... ils sont beaux aussi, hein.
Oui, 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 il y a une déclinaison d'odeur très originale, il y a un lien à l'élément feu qui est dans des registres très, très diversifiés. Mm. Bon, écoute, je te propose encore une toute petite minute et puis après on va rentrer dans le vif du D'accord, sujet. d'accord. Un grand bonsoir à tout le monde déjà. Je vais juste en profiter, Christian, pour faire un tout petit peu de pub pour les prochains webinars. Comme ça va permettre à tout le monde de voir quel est le programme qui vous attend sur les prochaines. Donc je prends la main juste sur le partage d'écran une toute petite seconde. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je sais pas si vous devez pouvoir le voir maintenant, non ou pas du coup. Vous devez voir un slide, non, c'est pas ça? Vous devez avec des dates, Non. hein? Non, vous l'avez pas? Bon, pour l'instant, moi, je vois Anne-Laure. Ah, Bonjour. d'accord. Ouais. J'ai pas, J'ai là, j'ai passé une, vous voir hier, mais malheureusement, vous n'étiez pas disponible Ah, où ça? au Gâtillier, chez Ah, vous. Mais bon, ah, c'était vraiment à tout hasard parce que j'étais dans le coin et je me suis permise de venir jusque chez vous. Et bon, on m'a ah signalé oui, bien sûr que vous n'étiez pas ah disponible, ce que oui, j'ai tout à fait compris, mais au moins j'ai eu le plaisir de voir où vous étiez installé et ça, ah c'était oui. un c'est émerveillement. c'est un bel endroit, hein. Oui, Il faut aimer les endroits retirés. un petit peu, oui. Mhm. Bon, Mais je vais juste, bah, écoutez, comme j'avais fait un partage d'écran, mais c'est pas grave, je vais vous donner le programme, vous pourrez le retrouver sur la plateforme Eventbrite. Donc, le 23 mars, on aura un très, très beau webinaire avec Stéphane de Renoncourt, qui est donc vinificateur à Bordeaux dans de nombreux grands crus classés, et il nous parlera du réveil des terroirs à Bordeaux, puisque Bordeaux a été aussi une terre qui a été, on va dire, malmenée dans son expression par le marketing et par un certain nombre de choses. Donc on aura le plaisir de partager tout ça. Le 8 avril, et ça va beaucoup intéresser nos amis de Provence, parce que je sais qu'il y en a qui sont avec nous, on aura une très belle conférence sur la Provence. Est-ce que la Provence se limite-t-elle au rosé? Donc, qui sera animé avec mon cher et tendre ami Christian Scalesi, qui est notre formateur à Toulon, et Alexis Goujard, qui est le journaliste de la Revue des Vins de France, qui est spécialisé de la Provence. Et le 20 avril, une rencontre à ne pas manquer avec Loïc Pasquet, qui est du domaine Liber Pater à Bordeaux, qui est qu'on a une conférence qu'on a intitulée Le vrai goût du vin, puisque lui, il est reparti sur des plantations. Vous savez qu'aujourd'hui, la densité à Bordeaux, c'est 8 000, 10 000 pieds hectares. Lui, il plante à 45 000 pieds hectares, travaille à la bêche à la main. Donc, on écoutera réintroduction de variétés anciennes, etc. Donc, on écoutera ce qu'il a partagé avec nous. Voilà. Voilà pour le programme. Donc 23 mars, Stéphane de Renoncourt, le réveil des terroirs de Bordeaux. Le 8 avril, la Provence limitée au vin rosé. Et le 20 avril, le vrai goût du vin avec Loïc Pasquier. Alors je vais te passer la parole, puis on va commencer maintenant parce qu'on est un petit peu plus de 60. Donc mon cher Christian, bah, déjà un grand merci d'être avec nous ce soir. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit peu ton parcours de vie, puisque nous Oui, on s'est rencontrés lors d'un stage où j'ai eu très envie de rentrer dans le monde des huiles essentielles, et ça a été une rencontre coup de foudre, humaine et amicale, puisque maintenant ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on a eu l'occasion de que nos chemins se croisent et puis de travailler ensemble. Donc ça, on va expliquer un petit peu tout le travail de parallèle qu'on a fait entre ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce webinaire l'âme des senteurs, parce que et ça je te laisserai en parler en profondeur, on va essayer de quitter le côté le côté superficiel des choses pour entrer dans la profondeur. Mais écoute, je te laisse te présenter, Christian, et c'est en tout cas un immense bonheur de t'avoir. Et merci encore d'être avec nous. oui, donc je suis installé dans l'arrière-pays grassois sur la commune de Val-de-Roure, à 1100 mètres d'altitude. Et je suis ici depuis près de 20 ans. Et auparavant, pendant 18 ans, j'étais installé dans la Vella La Roya. Et j'ai toujours fait, donc
depuis que je suis dans les Alpes-Maritimes, j'ai toujours travaillé sur les plantes médicinales et je me suis installé dans les Alpes-Maritimes, d'ailleurs, pour travailler sur les plantes médicinales. Et antérieurement, j'ai fait des études que j'ai terminées de physique théorique. Donc, dans différentes universités, j'ai un parcours universitaire tout à fait classique. J'ai fait aussi pendant 2 ans, j'ai fait des études de psychanalyse et de philosophie à Paris 8. Alors, est-ce que ça t'a aidé est-ce que tu as fait de la psychanalyse sur les plantes? Non, je plaisante. Non, non, mais bon, les études, de toute façon, on les fait par conditionnement, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Bon, on essaye de... Et puis ensuite, quand on prend un peu de maturité, bon, j'ai passé quelques années à faire des recherches personnelles, et puis vers l'âge de 30 ans, je me suis donc installé dans les Alpes-Maritimes où je suis. Et ici, au fil des années, on a introduit des nouvelles transformations. Donc, au départ, on faisait des plantes séchées. On a toujours été en agriculture bio parce que j'avais un contact avec les milieux alternatifs dans la fin des années 70. J'avais déjà contact avec les milieux alternatifs et j'ai jamais eu d'autre vision possible concernant l'agriculture que la méthode d'agriculture biologique. Et au départ, pendant 15 ans, à peu près, on a été au syndicat simple que certaines personnes ici doivent connaître. Et puis ensuite, on a été adhérent à Nature et Progrès. Il y a une vingtaine d'années, on a travaillé, depuis une vingtaine d'années, on travaille selon la méthode biodynamique. Voilà, mais là, je n'ai pas trop envie de développer cela. Et donc, on fait aussi des teintures mères, c'est-à-dire des macérations de plantes dans l'alcool. On utilise des alcools de vin, toujours certifiés Déméter. On a 3 types d'alcool de 3 degrés Alors, différents. je fais un petit clin d'œil. On a Marie Zuslin qui est avec nous. Et je crois que tu Ah prends, oui, bonjour. je prends que Marie, je pense que tu prends tes alcools-là, C'est tes ça. alcools chez Oui, Marie Zuslin, donc ce magnifique domaine en Alsace. Un gros bisou à toi, Marie, qui nous c'est regarde. ça. Oui. Grande vigneronne d'Alsace. On a l'alcool qui titre 92 degrés parce on passe la plante successivement dans différents titres alcooliques. Et puis, on fait aussi des extraits de bourgeons pour la partie de la phytothérapie qu'on appelle je vois que Patrice Lodo, que je connais, bonjour, vient de mettre un petit mot. Donc, pour les extraits de jeunes tissus végétaux, c'est pour la partie de la phytothérapie qui s'appelle la gémothérapie. Donc, on fait une 60aine d'extraits différents. Et puis ensuite, on fait des macérations de plantes dans des huiles végétales. Donc, on appelle ça des macérations solaires. C'est des extractions classiquement utilisées depuis toujours. Et ensuite, on a développé des techniques d'enfleurage des cires de jojoba. Voilà en gros ce qu'on fait. Puis après, on fait des cosmétiques, on fait des mélanges, etc. Donc, on a une production diversifiée. Et sur les huiles essentielles, depuis donc une trentaine d'années, j'ai développé des contacts avec des petites productions. Mon truc, c'est de favoriser l'installation et le travail de producteurs qui travaillent à petite échelle parce que les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées en thérapeutique et ce qui manque, c'est des productions de qualité. Donc, nous, on n'est absolument pas dans un état d'esprit industriel. Comme les huiles essentielles, par exemple, sont utilisées en hôpital pour des personnes qui souffrent, il faut vraiment favoriser, impulser les productions de haute qualité et qui sont forcément réalisées à petite échelle, dans des alambics de petite capacité. Voilà. On pourra aborder cette question, mais un des parallèles qu'on a trouvé entre ton travail et le mien, c'est quand même la recherche de la qualité, c'est-à-dire de la représentativité. Quand on dit qu'une huile essentielle est de qualité, ça veut dire qu'elle représente bien la plante. Par Oui. exemple, il y a certains types d'extraits, des absolus, des concrètes, des extraits au CO2 supercritiques.
dont on peut dire qu'ils ne représentent pas la plante, comme des mauvais vins ne représentent pas Et Vitis c'est vinifera. et c'est vrai qu'on Voilà. parle beaucoup, Christian, de on va y venir après. On va ensuite parler de l'approche sensorielle qui nous a rejoint dans nos travaux, puisque tu as eu l'immense gentillesse de participer avec nous au groupe de recherche sur la dégustation intuitive, dont on parlera dans quelques secondes. On fera les parallèles. Mais en tout cas, nous, on aime à parler du vin de lieu et du vin de non-lieu. C'est-à-dire, il y a la libération de la plante, mais aussi de l'endroit que porte l'huile essentielle ou le vin, voilà, du vin en ordre ou du vin en désordre et de ce message-là. Ouais. Est-ce qu'on peut Oui, peut-être c'est joli. C'est joli comme expression. Le vin de lieu, le vin de non-lieu, bien sûr. Parce un vin comme une huile essentielle, c'est pas simplement défini par le fait que ça provient de telle espèce. Évidemment qu'un vin il provient de Vitis vinifera ou que de l'huile essentielle de lavande officinale, ça provient de Lavandula angustifolia. Mais et là, si la tu veux, plante ne s'exprime que dans un lieu convenable. c'est super important ce que tu es en train de dire parce que le parallèle, c'est finalement, c'est quand, comme dans le vin, on va limiter l'identité du vin à son cépage. C'est un peu la même, c'est vraiment la même chose, le Vitis vinifera ou la variété de Vitis, qui n'est finalement qu'un des accessoires à la libération du lieu, quoi, du message du lieu, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, le lieu. Et puis, dans le lieu, là, il faut inclure celui qui travaille, Hmm. c'est-à-dire le producteur qui travaille la plante, qui travaille la vigne ou qui travaille son thym à Tuyanol. Hmm. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut que le lieu soit convenable. Ensuite, nous, bon, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment se calmer avec les clones ou que les clones sont banalisés et autorisés même en agriculture bio, et qu'en réalité, pour la plupart des espèces, les clones ne devraient pas être autorisés. Ensuite, évidemment, une menthe poivrée, par définition, c'est un clone. Hmm. Pour certaines espèces, on ne peut pas réchapper au clonage, Hmm. parce qu'il y a eu des sélections, il y a des lignées particulières qui sont créées. Bon. Mais sinon, la plupart du temps, il faut éviter les clones. Donc, il y a ce côté-là aussi. Et je crois que vous travaillez beaucoup sur ces questions-là pour la vigne. D'où vient la vigne? Qu'est-ce que je Bah, plante? ah ouais, de toute façon, bah, il y a Daniel Coulon avec Isabelle qui sont avec nous là. Et c'est vrai que Daniel, sur le webinaire qu'il avait échangé avec nous, nous avait beaucoup parlé voilà, du travail qui est fait avec le pépiniériste, le travail de sélection qu'on appelle massal, hein, donc dans la population, où on va identifier dans chaque parcelle, année après année, les vignes qui vont donner le meilleur résultat. Donc voilà, pour avoir en fait une population qui n'est pas clonée, parce que le clonage, c'est la répétition, donc l'appauvrissement du genre. Voilà. Alors que c'est comme si finalement dans une pièce on avait toujours les mêmes personnes qui pensaient de la même façon. Alors que là finalement dans la sélection brute de la plante, de différents types de vitis avec dans l'aspect non cloné, on a une richesse du message. C'est ça, oui. C'est difficile à comprendre, je trouve ça, parce que ça veut dire qu'une espèce, au sens botanique, au sens linéen, à savoir Vitis vinifera, ou alors pour une plante médicinale, on va dire par exemple l'Echinacea pourpre, Echinacea purpurea. C'est-à-dire que l'espèce, elle ne se révèle que dans des conditions particulières, dans des conditions de milieu particuliers. Et il y a des personnes, même en agriculture biologique, qui ne comprennent pas ça. Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas forcément aidés par les personnes qui devraient les aider, puisqu'elles-mêmes ne l'ont pas compris, mais on ne peut pas planter, par exemple, de l'hélicris corse, Helichrysum italicum, espèce italicum, le clémotype corse, le planter sur calcaire et puis dans une région dans laquelle les hivers sont très froids, euh, comment je peux dire ça? Je peux dire ça parce que euh, ceci se révèle ensuite par l'odeur de la plante, comme le vigneron va lire la qualité du travail dans la qualité du vin. Et pour les plantes médicinales, c'est pareil. Et pour les plantes médicinales, évidemment, là où ça devient grave, et ça signe véritablement l'importance de cette question, de la prise en considération du lieu,
c'est que quand je vais faire une huile essentielle d'une plante qui n'est pas dans un endroit adéquat, qui n'est pas chez elle, qui n'est pas dans un milieu qui lui convient, dans les conditions de milieu qui lui conviennent, la latitude, l'altitude, le type de sol, etc. Finalement, j'aurai un extrait, par exemple une huile essentielle, mais ça vaut aussi pour une teinture mère, par exemple. J'aurai un extrait qui, au niveau thérapeutique, n'aura pas de puissance. C'est-à-dire que l'extrait ne sera pas représentatif de ce que je peux attendre de l'espèce végétale. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ben, on est totalement on est dans la libération du principe de la plante qui va guérir, ou le principe du vin qui va toucher le consommateur et libérer la lumière de la matière. C'est ça, c'est-à-dire le terme libéré, là, le terme libéré, c'est vraiment un terme alchimique. Il ne faut pas avoir peur. C'est pas pour faire le malin, enfin, que je fais une référence à l'alchimie, parce que ça aide bien. Oui. Il est évident que le terme libéré, il est vraiment super bien trouvé. C'est-à-dire que l'être de la plante, l'âme de la plante se libère, apparaît, se révèle dans des conditions bien déterminées. Et alors, donc là, les gens, quand ils démarrent des plantes médicinales, en général, ils ont 2 ou 3 idées, qui soient dans le Poitou, dans les Alpes d'Haute-Provence ou dans le sud-ouest, en Charente-Maritime. En général, ils ont 2 ou 3 idées. Quand ils veulent s'installer en plante médicinale, ils veulent faire de la lavande officinale et ils veulent faire de l'hélicryse corse. Pourquoi ils ont cette idée? Ils ont cette idée parce qu'évidemment, c'est des plantes qui sont très demandées. Ouais. Mais en réalité, la lavande officinale, elle n'a rien à faire dans la Charente-Maritime. Oui, j'imagine. Petite question pour rentrer dans le vif du sujet, Christian, sur donc l'approche sensorielle. Ce qui nous a rejoint, ce qui nous a valu ta présence et le bonheur de nous avoir avec nous dans le groupe de la dégustation de recherche sur la dégustation intuitive. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce travail que tu as fait, qui a débouché aussi sur l'écriture de plusieurs ouvrages, dont un des ouvrages moi, que j'ai adoré, qui s'appelle Rencontrer les plantes. Tu toucheras un petit mot. Mais voilà, quel est le fondement de cette approche-là? Et après, moi, je te laisse la présenter. Et finalement, moi, je ferai un peu le parallèle avec ce que moi, j'ai énormément tiré de nos rencontres et comment j'ai pu le transposer dans l'approche du vin, et ça a vraiment changé moi ma vision du vin. Et après je partagerai une petite anecdote autour du vin de Daniel qu'on avait goûté tous ensemble. Ah oui, en 2016, oui, ça m'a marqué pour le restant de mes jours, ce vin-là. Oui, j'en ai encore le goût dans la bouche. C'est vrai. C'était bon, tu en parleras tout à l'heure. Ouais. Mais bon, moi, comment ça s'est passé? D'abord, pendant à peu près 7 ans, je dirais, j'ai fait que de la culture et de la cueillette sauvage. Et j'avais décidé pendant 7 ou 8 ans, presque 10 ans, j'ai laissé les livres. J'ai plus lu aucun livre. J'avais juste une flore. Et ensuite, j'avais un petit livre de Claude Aubert sur l'agriculture biologique et j'ai fait que regarder les plantes et la nature. Et bon, les huiles essentielles, je connaissais déjà. Enfin, non, il ne faut pas dire connaître, ça ne veut rien dire, c'est idiot de dire ça. Non, disons, j'avais eu contact avec les huiles essentielles depuis déjà pas mal d'années. Et puis, au début des années 90, j'ai eu une expérience intérieure vraiment particulière, c'est-à-dire, je peux l'exprimer aujourd'hui de cette manière-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait pénétrer dans l'odeur d'une plante. Alors, pénétrer dans l'odeur d'une plante, là, tout de suite, je peux faire le parallèle avec les vins, évidemment. Ça veut dire pénétrer par le goût et par l'odeur, puisqu'il y a la rétroolfaction, pénétrer dans un vin, finalement. Donc, en fait, très vite, j'ai commencé à donner des stages et à pratiquer cela avec des stagiaires. Donc, depuis presque 30 ans maintenant, finalement, je n'ai pas arrêté de donner des stages. Donc, j'ai travaillé avec des milliers et des milliers de personnes. Et en 97, c'est-à-dire à peu près 5 ou 6 ans après,
j'étais toujours quand même en train de me demander ce que je faisais, c'est-à-dire je me rendais bien compte que je faisais quelque chose et j'avais rattaché ce travail à des concepts que j'avais appris finalement, il faut bien le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, chez les mystiques que j'avais lus, et notamment chez Krishnamurti, et c'est le concept qu'on appelle le concept de voir. Ça veut dire voir, ça veut dire un mode de compréhension qui est au-delà de la raison habituelle, au-delà du discours intellectuel, au-delà de la logique. Et je l'avais donc rattaché à voir. Et ensuite, en 97, j'ai eu, par l'intermédiaire d'un ami médecin qui suivait mes formations, sur la côte, là, on était à ce moment-là à Mouansartou, et puis à Tourette-sur-Loup, et j'ai donc eu contact par son intermédiaire avec Jean-Michel Florin, qui est connu dans le milieu de la biodynamie. Et dans le domaine viticole. Dans le domaine viticole. Et donc, ce médecin, Olivier Bolcato, m'a dit, tu devrais le rencontrer et sans doute, tu serais intéressé par la relation qu'il a aux plantes. Donc, je l'ai invité, j'ai organisé un stage. Et puis là, au début, j'ai rien compris de tout ce qu'il racontait. Le premier stage, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis, à un moment donné, le deuxième stage, j'ai compris qu'il faisait la même chose que je faisais, la chose que je faisais avec l'odeur, à savoir pénétrer dans l'odeur d'une plante. Lui, il faisait cela avec les formes et il se référait à Goethe. Goethe, il parle de la métamorphose des plantes, c'est-à-dire il regarde comment une plante se révèle à nos yeux et comment, se révélant à nos yeux, elle exprime quelque chose qu'on peut appeler l'âme, l'être, l'archétype, etc. C'est ça le travail de Goethe qu'il a développé dans le livre qui s'appelle Rencontrer les plantes. Donc là, pendant de nombreuses années, j'ai parlé d'approche goethéenne et j'ai vu que je faisais le parallèle avec les odeurs de ce que Goethe avait fait avec les formes. Sauf que, évidemment, je me suis vite rendu compte, j'ai vite compris que le chimisme d'une plante, c'est extraordinairement complexe. Et quand on travaille sur l'odeur, donc l'odeur, le sens olfactif, c'est un sens qui est chimique, on peut dire. Comme le goût, c'est un sens qui est chimique. Alors que le sens de la vue, le sens de l'ouïe et le sens du toucher, c'est des sens qu'on peut appeler physiques. Et en réalité, les sens chimiques comme le goût et l'odorat, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fins, beaucoup plus adaptés pour toucher ce qu'on peut appeler l'être de la plante, l'âme de la plante, l'unité de la plante, etc. Donc, tout ceci a duré des années, et puis en 2011, on a publié le livre Rencontrer les plantes, avec qui est coécrit avec Jean-Michel Florin, et qui parle d'approche goethéenne. Et ce livre-là, il traite principalement des lamiacées, c'est-à-dire des lavandes, des thym, des sarriètes, des romarins, des origans, des menthes, etc. Et voilà, ensuite, maintenant, je ne parle plus d'approche goethéenne, j'ai parlé d'approche sensible. Maintenant, je préfère parler d'approche sensorielle parce que le terme goethéen, ça fait trop rat de bibliothèque. Et en plus, ce n'est pas vrai que c'est goethéen parce que Goethe, il regardait vraiment les formes et il a ouvert la mauvaise porte. Parce que les formes, c'est quand même assez pauvre pour les plantes. Alors que le chimisme, via l'odeur, c'est extraordinairement fin. C'est-à-dire, c'est une expression fine de l'être. C'est-à-dire, c'est comme si l'odeur d'une plante, en quelque sorte, était ce par quoi l'être de la plante, l'âme de la plante se révèle. Et communique avec nous, quelque part. Et rend la communication possible. Donc, c'est du rapide, ça. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ou si vous comprenez rien. Alors peut-être la même chose pour les vins de toute façon. Voilà, je vais faire un petit parallèle. Moi, j'ai pris une mouillette là j'ai commencé une olfaction et en fait, quand j'ai fait moi le premier stage avec Christian pour illustrer un petit peu l'analyse, quand il parle d'analyse, d'approche sensorielle, excusez-moi, le mot analyse est à bannir, pardon. Cette approche sensorielle, donc il nous a fait respirer, rentrer en contact, rencontrer différentes huiles essentielles. Et ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est le temps.
parce que voilà, moi, je suis arrivé dans le stage de Christian. Donc nous, on était au début de notre recherche pour la prochaine fuitive. Donc on tâtonnait, on se disait voilà, on était finalement assez concentré sur les perceptions gustatives. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, nous, quand on sent un vin, on y passait 10, 20, 30 secondes, une minute. Voilà, on y revenait un peu après. Et Christian, dans son approche, et je vais le laisser développer après, il nous a fait rentrer pendant ce stage de 2 jours, voilà, pendant 15 minutes, une demi-heure, une heure sur une odeur. Et il y a un moment, si vous voulez, quand votre cerveau a fait la surface des choses en disant qu'est-ce que ça sent, ça me rappelle quoi, etc. Mais il y a un moment où votre attention, elle bascule à l'intérieur. Et c'est là où la magie s'opère, dans le temps. Et j'aime bien maintenant expliquer ça. Et d'ailleurs, on en a de tout le travail de Christian, on en a tiré nous, puisqu'on utilise dans le protocole intuitif, on utilise différentes d'huiles essentielles qu'on fait respirer sur une mouillette dans les formations, pour justement apprendre à rentrer dans la véritable observation, dans le voir du vin. Et on va passer du temps uniquement sur le nez d'un vin. Voilà. Et ce travail-là, avec Christian, je l'ai découvert, ça m'a permis vraiment d'arrêter de rester en surface du vin et de rentrer dans la profondeur de l'odeur, dans l'âme de l'odeur, et pas uniquement dans l'âme du vin par le goût ou par les saveurs en bouche, mais aussi par l'olfaction. Et ça a été vraiment une révélation, et j'ai vraiment transposé ça dans la méthode intuitive, et ça nous a vraiment donné Christian là nous a fait un immense cadeau, et je le remercie pour ça, et je vais le laisser voilà. Et c'est ça qui nous a permis vraiment d'affiner et d'ouvrir finalement dans l'approche sensorielle du vin une autre voie. Et c'est pour ça que nous on aime vraiment faire le parallèle, et ça a été tout l'apport de Christian dans la méthode intuitive, c'est de prendre le temps de rentrer. Voilà. Je te passe la main, Christian, pour rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, on peut dialoguer sur cette question d'expérience intérieure. C'est de l'ordre d'expérience intérieure, c'est pas de l'ordre du raisonnement, ou c'est pas des mathématiques, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que le fait de respirer longtemps, ça fait que quand tu respires longtemps, tu peux même au niveau physiologique expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu respires longtemps, il y a une sorte de résonance qui s'établit entre la plante et soi-même, ou bien, comme je l'ai pratiqué aussi avec toi, surtout à plusieurs reprises, à différentes reprises, avec des personnes différentes, avec les vins, c'est pareil. C'est-à-dire, bon, moi, je t'avais expliqué que j'étais incapable de goûter un vin parce que le sens du goût, je n'ai pas travaillé, et j'ai des difficultés. Mais rentrer dans l'odeur d'un vin, j'ai l'impression que quand tu restes suffisamment longtemps, tu as vraiment une résonance qui s'établit entre soi et le vin, ou on va dire soi et puis l'âme du vin, l'âme du cru que tu respires. Oui. Et alors, petit à petit, on rentre dans un processus, dans un état de conscience dans lequel il y a un autre mode de compréhension qui s'enclenche, mais qui ne se commande pas, c'est-à-dire ça ne vient pas sur commande, ça vient bon, comme un cadeau, comme une grâce, mais en tout cas, ça vient sur un fond de silence. Et là, il y a comme il ne faut pas avoir peur des mots, je crois, parce qu'on a déjà utilisé le terme voir. Pour moi, ça s'apparente à des visions, c'est-à-dire, il y a des choses que je perçois quand je respire une odeur. Par exemple, là, ces jours-ci, je travaille sur le genre Xanthoxylum parce que je fais un stage à Paris le week-end prochain, là, sur le genre Xanthoxylum. Et le genre Xanthoxylum, vous connaissez les poivres de Sichuan, par exemple. Bon, c'est des poivres de Sichuan, au niveau botanique, c'est des espèces de Xanthoxylum, il y en a 2. Et puis ensuite, vous connaissez peut-être le poivre de Timut, le poivre Timur. Et ces jours-ci, je travaille sur ces odeurs-là. Et vraiment, il y a un moment qui se passe qui est tel que il y a des choses qui apparaissent dans la conscience sur un fond de silence et que tu perçois d'une manière absolue, c'est-à-dire c'est comme ça. Et ça, c'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas le mode de compréhension habituel, mais on peut prendre des comparaisons. Par exemple, quand on parle avec quelqu'un, ça a dû vous arriver, et que tout d'un coup, il ment. La personne ment. Et là,
il ment et vous voyez qu'il ment non pas en raisonnant et en disant oui, il a dit ça, ça et ça, et puis comme il a dit ça, ça peut pas être vrai, non. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une espèce de trouble qui se passe, qui apparaît, et puis on voit que de manière évidente, il est en train de raconter des... C'est de l'ordre du ressenti, ouais. Voilà, c'est de l'ordre du ressenti. Donc c'est pour ça qu'au niveau épistémologique, c'est une question très difficile parce que c'est pas le même genre de connaissance qui est impliqué. Et bon, après, je crois que, enfin, moi, c'est ce que je peux dire là, comme spontanément, comme ça me vient là à l'instant, parce que c'est vraiment un sujet dont on peut parler longtemps. Et puis les ancrages philosophiques, bon, moi, j'ai trouvé les ancrages philosophiques beaucoup chez Spinoza, mais dans la phénoménologie, par exemple, de Husserl, vous voyez, c'est la perception de... Enfin, Spinoza, il parle de l'essence. On peut parler de l'essence d'un vin ou on peut parler de l'essence d'une plante. C'est de cet ordre-là. Donc, pour moi, ce que tu appelles la dégustation intuitive et ce que j'appelle l'approche sensorielle, ça vise vraiment à ce niveau-là, c'est de la connaissance. Si vous voulez, on peut parler de la connaissance et puis du savoir. Ce qui concerne la chimie d'une huile essentielle, c'est de l'ordre du savoir. Ce qui concerne l'approche sensorielle d'une huile essentielle, c'est de l'ordre de la connaissance. Voilà. Bon. En tout cas, ça nous fait voyager et ça nous fait vibrer très fortement. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de partager cette anecdote assez incroyable qu'on a vécue en 2016 quand on a fait tout ce travail avec Isabelle et Daniel, Isabelle Pierson et Daniel Coulon, donc du domaine de Boronard. Et ils nous avaient, donc je crois qu'on était une bonne dizaine. Et comme Christian vous l'a dit, Christian beaucoup de mal avec l'alcool, le vin c'est pas son truc, etc. Et Daniel avait amené une bouteille d'une cuvée particulière qui s'appelle le Grand Partita. Et Grand Partita, c'est une histoire parce qu'il y a tout un travail sur la taille. Voilà, il y a tout un travail sur la taille, sur la reproduction, sur voilà, sur toute cette notion de voilà, complètement à l'inverse du clonage, de vraiment une diversité de population. Et c'était la naissance. C'était la naissance du lieu. C'est-à-dire que c'était vraiment une renaissance d'une pratique, des 13 cépages. Enfin, voilà, il y avait toute une notion de naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau vin et d'un nouvel enfant finalement pour Daniel et Isa. Et dans les personnes qui ont vécu, on l'a vécu en olfaction, en approche sensorielle ou en approche intuitive, comme on veut, peu importe. Il y a eu ces visions voilà, d'un berceau, de quelque chose de neuf. Et je me souviens, je vais te laisser partager tes mots, parce que je ne vais pas les dire à ta place. Et tu nous as dit à la fin, je dis, ah oui, je comprends que le vin, ça peut aussi être ça. Oui, c'était parce que, bon, moi, évidemment, je vois ça du haut de mon balcon, c'est-à-dire, j'ai l'impression que, en gros, ce que vous faites, bon, vous travaillez sur une espèce Vitis vinifera qui a une extraordinaire plasticité. Bon, ça, c'est quelque chose qui appartient au génie de la famille botanique. C'est-à-dire, Vitis vinifera, j'ai l'impression que c'est une espèce qui est capable de modulation infinie. Tu sais, comme quand tu prends un thème en musique et puis tu le développes, tu fais des variations et tu peux trouver un très grand nombre de variations. Et Vitis vinifera, elle est capable d'un nombre infini de variations, c'est-à-dire elle est capable vraiment de capter, d'être impressionnée, enfin au sens de recevoir des impressions, elle est capable d'une plasticité extraordinaire. Et pour moi, ce que vous faites, c'est vous étudier la plasticité infinie de Vitis vinifera, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, d'un lieu sur l'autre, etc., sans parler des cépages, sans parler du type de sol, etc., vous étudiez. Et bon, pour les plantes, nous voilà. Bon, Vitis vinifera, bien sûr, on la prépare en teinture mère et puis en gémothérapie, Vitis vinifera est utilisée. Il y a une petite distinction avec en phytothérapie la vigne qu'on appelle la vigne rouge, qui est baptisée Vitis vinifera variété tinctoria. Et on appelle les raisins teinturiers aussi chez. Ouais. Sinon, évidemment,
en phytothérapie, en aromathérapie, en gémothérapie, on étudie énormément d'espèces, mais je crois que l'esprit est le même, c'est-à-dire d'utiliser l'intuition pour vraiment capter le génie particulier d'une espèce et comment ce génie particulier va s'exprimer selon les conditions qu'on a décrites tout à l'heure. Donc là, pour ce vin, j'avais été très étonné parce que j'avais été étonné par son extraordinaire beauté. Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que c'était un aveugle. Oui, Moi, je ne oui, savais pas que le vigneron bien était sûr, bien juste à sûr. côté de moi, tu vois. Et que, bon, donc j'ai vu, donc ça c'est dans une perception approfondie parce qu'on avait respiré 1 heure, j'ai vu quelque chose mais d'extraordinairement ciselé, un peu comme tu peux avoir un cisèlement. Bon là ça va rien vous dire, mais chez certaines rosacées, par exemple dans le genre Alchemia, chez les alchémies, et notamment les alchémies d'altitude qui sont utilisées en gynécologie, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cisaillement, c'est-à-dire il y a une texture extrêmement fine, extrêmement découpée, extrêmement raffinée. Et là, j'ai vu quelque chose de prodigieusement lumineux, dans un jaune très, très lumineux, avec une extraordinaire finesse que j'avais jamais vue chez un vin. Enfin, je ne suis pas connaisseur, mais à vrai dire, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Je ne Ouais, savais même pas que ça pouvait exister et je me suis dit, ah oui, d'accord, là, avec ça, je comprends qu'ils s'intéressent au effectivement vin. au vin. Ça vaut vraiment la peine. S'ils ont d'autres trucs comme ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus. Ouais, 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 je comprends. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était une expérience qui nous a tous beaucoup, 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 beaucoup marqué. Et dans ton travail, dans ce que tu rencontres, voilà, sur les différents livres que tu as écrits, je crois que tu en as écrit 7, hein, si je me trompe pas. Et tu es en train de travailler sur un prochain. Il y a une notion finalement qui est assez peu partagée dans les huiles essentielles, c'est la notion de terroir. Parce que je sais que au Gâtillier, vous avez fait un énorme travail sur les lavandes, par exemple, avec les différents types d'altitude. Moi, je sais que j'ai eu le bonheur de sentir et de rencontrer olfactivement différentes lavandes à 1100 mètres, 1300. Et c'est intéressant que tu partages avec nous sur cette notion peut-être finalement, cette notion de terroir ou de lieu, on la retrouve aussi dans les huiles. Oui, oui. Là, il faut d'abord peut-être déjà donner un éclairage. Cette histoire d'altitude et de préciser une lavande officinale en fonction de son altitude, je considère que quand même c'est un peu limite. Et je ne dirais pas que c'est une sottise, mais il faut vraiment le prendre avec beaucoup de précaution. Et si je peux me permettre de dire que c'est une sottise, c'est parce que c'est moi qui l'ai introduit, il y a à peu près 25 ans. Quand je me suis rendu compte, 96, je me suis rendu compte que les arômes, enfin, il faut que je sois honnête là. Dans le livre de Vilain Pélican, qui est d'inspiration anthroposophique, au chapitre Lavande officinale, il y a une demi-ligne dans laquelle il dit on constate que l'arôme de la lavande officinale s'affine au fur et à mesure qu'on s'élève en altitude. Et dans les Alpes-Maritimes, comme la lavande officinale, on la trouve entre 7 et 800 mètres jusqu'à presque 2000 mètres d'altitude, eh bien, j'ai vérifié que c'était vrai. Et donc, je me dis, il faut préciser pour chaque lavande officinale sauvage à quelle altitude elle a été ramassée. Et bon, le fait que l'arôme de la lavande officinale s'affine au fur et à mesure qu'on monte en altitude, grossièrement, disons, en gros, c'est vrai. Mais en réalité, il y a tous les facteurs que nous évoquions il y a un instant, c'est que ça dépend beaucoup de l'exposition, ça dépend du type de sol, du fait que tu es sur une doline, etc. Donc, l'altitude, c'est un facteur important, mais ce n'est pas le seul facteur. Et c'est pour ça que parler d'une lavande officinale 1300 mètres ou d'une lavande officinale 1500 mètres, il faut quand même savoir que c'est juste une indication et que ce n'est pas le seul critère qui va permettre de préciser la qualité de l'huile essentielle. Il y a beaucoup d'autres critères. Mais nous, on a fait ce travail et puis effectivement,
la collection de lavande que nous avons, elles sont présentées en fonction de l'altitude, mais tu vois par exemple certaines années, enfin même les années où il y a de la lavande, parce qu'en gros c'est un an sur deux, les années où il y a de la lavande, on sépare les lots et on ne mélange pas. C'est-à-dire on a la lavande de tel endroit précis, tel site précis, tel lieu dit, et on le caractérise par l'altitude, mais si on ramasse sur la montagne à 200 mètres de là, le lendemain, ça va être autre chose. Donc, il y a une très grande plasticité aussi de l'arôme de la lavande officinale et qui est corrélée naturellement avec certains impacts thérapeutiques. En effet. Et c'est vrai que là, on revient vraiment sur cette notion où la plante, elle va avoir la capacité ou pas de libérer vraiment un message vraiment très fort. Il y a un petit commentaire d'Isabelle qui nous dit, donc voilà, évidemment, c'était à l'aveugle, hein, le vin qu'on avait partagé, hein, le Grande Partita. Et donc, on a tellement été émus, et encore aujourd'hui, car nous avons voulu partager avec toute la famille sur 3 générations. Voilà. Et ça a été fait autour d'une huile essentielle et un vin de Marie Zuclin, un pinot noir. Et un des enfants ne comprend pas pourquoi il a vu un cerf. La parcelle est clôturée pour éviter les dégâts des grands animaux. Alors ça, il faut que je fasse aussi. Marie, tu es là, tu peux nous donner l'explication, parce que je ne vais pas pouvoir répondre, mais tu peux soit te manifester, soit le faire dans le chat comme tu veux. Ouais. Voilà, ouais. Et en tout cas, il y a j'aimerais juste pour reprendre le fil de tout ça, quand tu parles de plasticité de l'odeur, c'est vraiment en fait finalement c'est la capacité que la plante va avoir à s'adapter à son milieu finalement pour révéler son être. C'est ça, c'est-à-dire que l'être, c'est un concept, comme tout concept, bon, ça fait raide. Et puis quand on parle d'être, on parle d'archétype. Justement, j'ai vu que Patrice Lodot tout à l'heure a fait passer une remarque, mais j'ai pas pu le lire en entier sur l'archétype. Ça fait très philosophique et ça fait très figé. Les archétypes, bon, le terme archétype, il est utilisé par Platon et on a l'impression de quelque chose de fixe. Alors que pour la lavande officinale, on est en train de parler de la plasticité de la lavande officinale et pour l'Uvetis unifera, on est en train de parler de la plasticité du Vitis unifera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être doit être pris comme un concept extrêmement souple. Donc, on peut dire que quand on a un cru de vin ou alors quand on a un cru de lavande officinale, on a une certaine représentation, on a un ensemble d'aspects qui représentent l'être de la lavande officinale ou l'être du vin, mais il ne faut pas imaginer que c'est figé. Parce qu'au début, quand on entend parler de cela et qu'on n'a pas d'expérience intérieure, parce que ce qui est déterminant, enfin, ce n'est pas à vous qu'il faut le dire, ce qui est absolument déterminant, c'est l'expérience qu'on peut faire avec les vins et puis les expériences qu'on peut faire avec les odeurs, c'est-à-dire le toucher avec son âme, avec nos tripes, comprendre que c'est de l'ordre de l'expérience intérieure. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'on touche à quelque chose qui est un ensemble cohérent, une unité, qui a une organisation générale, par exemple. Il y a une organisation générale de la lavande officinale qu'on approche par notre expérience intérieure, mais cette organisation générale, elle est extraordinairement souple. C'est-à-dire que l'organisation générale de tel cru de lavande officinale, de tel endroit dans les Alpes d'Haute-Provence et puis de tel endroit vous voyez, sur le massif du Chéron, dans les Alpes-Maritimes, l'organisation générale, évidemment qu'il y a un rapport entre les deux, il y a des rapprochements, il y a des similitudes, mais ce n'est pas quelque chose de fixe et de bloqué. Donc, moi, je le comprends comme ça. Le terme être ou le terme âme, il est un peu osé parce qu'il est un peu dangereux, parce que certaines personnes qui n'ont pas pu avoir ce type d'expérience intérieure vont croire que c'est quelque chose de figé et que je vais saisir l'être du vin comme vous voyez, je saisis quelqu'un par la manche, quoi. Et c'est plus compliqué que ça, c'est plus riche que ça.
Et en tout cas, peut-être, est-ce que tu peux nous donner, parce que moi je l'ai vécu à travers tes stages, quelques conseils simples et pratiques pour nos amis qui voudraient donc le faire sur le vin. Bah, c'est simple, il faut se mettre dans un endroit calme et rentrer en olfaction, donc dans un verre comme ça, tranquillement, prendre son temps. Et sur si on veut le faire sur une huile essentielle, si on veut voyager comme ça, donc on utilise une mouillette, je pense, comme ça. Et est-ce que tu as peut-être quelques conseils pratiques à donner si les personnes veulent rentrer dans Oui. l'expérience de façon Je simple? peux te dire, Franck, ce qui me vient, mais comme ça, mais bon, pour certaines personnes, ça peut être parlant, pour d'autres, ça peut l'être moins. Mais moi, j'ai l'impression que ce qui aide pour ce type de démarche ne relève pas de travaux intellectuels préliminaires, antérieurs. Hmm. C'est-à-dire, l'expérience m'a montré que les personnes qui ont une pratique de silence, alors là, employez le terme que vous voulez, mais de prière ou de méditation ou de yoga ou de sophrologie, ces personnes-là sont beaucoup plus à même de faire ce type d'observation. C'est-à-dire, ce qui est préalable, c'est un état de vide. C'est un état de vide, c'est-à-dire quand je respire une odeur, bon, moi avec les stagiaires avec lesquels je travaille, dans toute la mesure du possible, c'est en aveugle. Donc évidemment, pour un petit stage de 2 jours, Ah, on t'a perdu, mais quand je Christian. travaille de Pardon. manière régulière avec des gens, ils ne savent pas ce qu'on va faire. Et quand ils respirent, ils se payent le luxe de ne pas savoir ce que c'est. Parce que quand on ne Ouais. sait pas ce que c'est là où vraiment le regard est plus, plus neutre, plus vierge, plus innocent. Donc, c'est difficile. L'état préalable, l'état favorable pour ce type d'observation, c'est un état de vide et puis c'est la spontanéité de l'enfant, c'est le regard d'enfant. Ensuite, on peut dire que, enfin, moi, je suis persuadé de cela évidemment, mais c'est pas la concentration qui sied à une recherche mathématique, vous voyez, ou à la lecture d'un article scientifique. C'est pas la pensée conceptuelle, c'est un état de vide préalable. Bon, Husserl y parle de l'époqué, c'est-à-dire l'époqué, c'est le vide, c'est le je ne sais pas, le regard, le premier regard. Et pour les vins, c'est pareil, Mm. évidemment. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est ne rien savoir à l'avance. Mm. Et puis pas commencer à se demander si la vigne a poussé sur un sol volcanique ou non. C'est d'abord Quand on être. rentre dans ce type d'observation, on va savoir en fin de compte sur quel type de sol la vigne a poussé. Mais ce n'est pas en se posant cette question-là et avec l'intellect qui cherche et qui sectionne et qui essaye d'analyser, ce n'est pas dans ces dispositions-là qu'on pourra trouver quelque chose. Voilà, je ne sais pas si je suis, j'espère que je ne suis pas trop Oui, oui. hermétique. Non, 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 non. Il y a Isabelle qui parle d'état de disponibilité, voilà. Alors Marie nous a répondu sur son vin, donc en effet, il y a beaucoup de services dans le secteur de ces vignes. Et Marie partage un petit souvenir avec nous, puisque Marie aussi fait partie avec d'autres personnes du groupe de recherche sur la dégustation intuitive. Un petit coucou à Émilie aussi qui est avec nous ce soir. Je me souviens d'une olfaction à l'aveugle où Franck, tu avais glissé un vin de chez moi, ouais, tout à fait. Un grand moment d'émotion. J'ai eu une intuition d'être chez moi à la maison, une sensation très personnelle. J'ai visualisé le lieu sans savoir que je goûtais son propre vin, je me souviens. Ouais. La description collée au lieu, au climat, une vraie révélation, ouais, tout à fait. En fait, tu avais ressenti, Marie, justement ce génie du lieu, cette expression du lieu. Voilà. Il y a Isabelle qui dit que c'est important d'avoir les yeux bandés. Enfin, c'est Daniel, pardon, qui dit ça. Voilà. Bon, je pense que c'est propre à chacun de trouver finalement le protocole ou la clé qui va lui permettre de se mettre dans cet état de disponibilité, cet état d'accueil finalement. Je sais pas. Toi, tu le fais comment, Christian, toi finalement? Moi, j'ai l'impression que au fil des années, j'ai l'impression, enfin, ça me rassure plutôt que, un peu paradoxalement, il y a une question d'entraînement.
Parce que si on parle de disponibilité, de vide préalable de la pensée, du silence intérieur préalable, de l'époquée, etc., ce qui est décrit dans toutes les traditions mystiques, là, il ne faut pas avoir peur des mots, hein, eh bien, on se dit, finalement, il ne doit pas y avoir de notion d'entraînement. Et moi, il me semble qu'il y a une question d'entraînement. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, quand on est très entraîné, ça devient beaucoup plus facile, mais je crois que avec l'entraînement, on s'habitue à ne rien attendre. Peut-être c'est une forme de maturation intérieure. On n'attend rien, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. Et puis, il y a une sorte de sentiment de confiance aussi, de calme intérieur, de ne pas chercher, de ne pas essayer de pousser, comme quand on ouvre une porte qui est fermée à clé et on force, on force, on force. Ce n'est pas du tout ça, c'est-à-dire ça vient comme ça. Vous voyez, ça vient comme ça et ce n'est pas en poussant. Donc moi, c'est ce que je peux vous dire là, ce qui me passe par la tête à l'instant. Mais pour les vins, c'est pareil, quoi. C'est difficile à comprendre parce que ce n'est pas du tout l'état de fonctionnement habituel, c'est un état d'accueil intérieur, de disponibilité, je suis bien d'accord, avec une ouverture. C'est pour ça, et finalement, quand on parle, nous, de ce qu'on fait dans notre approche sur l'approche intuitive, on peut toujours l'expliquer, on peut en parler, mais c'est vraiment un point super important, c'est de le vivre, quoi. C'est en le vivant c'est en traversant l'expérience qu'il se passe quelque chose, ouais, tout à fait. Ouais. Ensuite, on peut, tu vois, mais là, naturellement, il n'est pas question de le faire, mais on peut s'amuser à catégoriser les niveaux de contact qu'on a avec une odeur, et là, on retombe exactement, on peut faire exactement le parallèle avec les vins. C'est-à-dire qu'à un niveau superficiel, il y a l'histoire des descripteurs, tu vois. Ouais. Les descripteurs, évidemment que tu vas donner des descripteurs. Si tu respires une odeur de xanthoxylum, tu vas dire, ah oui, il y a des notes amères, il y a des notes légèrement boisées. Bon, évidemment, mais ça, c'est la surface des choses. Mais là, le niveau d'expérience intérieure dont on parle va bien au-delà de ça. Oui, puisqu'après, on va rentrer dans le domaine de la métaphore et de la compréhension métaphorique, d'ailleurs. Mais la métaphore, c'est ce qui sert à communiquer. C'est-à-dire, tu peux avoir, quand tu navigues dans ce niveau d'expérience, évidemment, il y a des métaphores qui viennent à l'esprit. Il y a des métaphores parfois qui sont lointaines et qui s'imposent à nous. Et évidemment, ce qui est remarquable, c'est que quand on a la chance de le faire dans un groupe et que c'est un groupe de personnes qui sont exercées, il y a un langage commun qui émerge et qui permet de communiquer. Et puis, il y a l'émergence. Tu vois bien que les gens, ils ont perçu la même chose, ils ont vu le même être. Donc, il y a une forme de preuve, finalement, hein, qu'on n'est pas dans le délire mystico-fumeux. Non, il y a une illustration très claire. Il y a Marie qui partage une expérience qu'on avait vécue en groupe de recherche intuitive. C'était un vin qui était en conversion bio, je me souviens. Voilà, donc il y avait une intuition, une visualisation de prairies, de fleurs, voilà, et d'une cave qui était froide et métallique. Donc en fait, il y avait cette dualité, c'est-à-dire que le terroir commençait à muter, mais le travail n'était pas achevé. Donc il y avait une contradiction finalement, et les métaphores et le ressenti de chacun avaient divergé ensuite et convergé ensuite pour exprimer cet état intermédiaire de recherche d'équilibre. Moi ça me parle beaucoup. La cave froide et métallique, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était véritablement figé et comme ossifié, paralysé, et qui relevait, qui était en quelque sorte les blessures, les cicatrices, les manifestations de ce qui avait été fait dans cette vigne antérieurement. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, ça c'est un bel exemple de métaphore, oui, c'est super. Mais cette tension entre les deux pôles, elle ne peut être perçue que quand le niveau d'attention, quand on parlait de disponibilité, etc., on peut parler d'un état d'attention.
Krishnamurti, par exemple, il aime bien le terme attention. L'attention, c'est-à-dire il n'y a rien à faire. Il y a une forme, on peut parler d'écoute aussi. On peut parler d'écoute, sauf que écoute, ça se réfère au sens auditif, mais c'est une écoute olfactive ou une écoute au niveau du goût. Mais est-ce que vous pouvez me dire, là je me permets de poser une question, est-ce que vous pouvez me dire si ce type de métaphore, à savoir ce que Marie vient d'expliquer pour ce vin en conversion en agriculture biologique, est-ce que vous pouvez me dire si ce type de métaphore, il est concevable de l'utiliser, de l'exprimer dans le cadre de l'énologie conventionnelle? Ou alors comment ça serait reçu quand quelqu'un dirait ça d'un vin? On peut dire qu'il y a il y a différents clivages. Je dirais qu'il y a un aspect très conventionnel où là finalement ça va être reçu comme un langage poétique et métaphorique qui n'a un côté pastoral et sympathique dans le meilleur des cas. Voilà. Après, encore une fois, il y a vraiment, mais je pense qu'il y a il y a un changement de fond où on se dit finalement, le vin, ce n'est pas que le domaine de l'analyse, il y a aussi tout ce qui se passe autour. Donc il y a un vrai changement, mais on est au début du changement. Mais en tout cas, il y a des choses, voilà, il y a des courants, il y a des personnes qui vont être sensibles à ça, d'autres qui vont dire oui, c'est sympa, c'est poétique, mais ça sert à rien. Voilà, c'est. Après, encore une fois, c'est important de voir finalement le prisme intérieur. Est-ce qu'on apprend, est-ce que le vin, c'est une substance extérieure qu'on déguste comme ça, ou est-ce que le vin, il a aussi cette possibilité, comme d'autres choses, comme les huiles essentielles, de renvoyer à l'intérieur pour finalement amener quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est comme bon, ce qui nous réjouit et ce qui nous transporte. Enfin, moi, pour les huiles essentielles et puis les odeurs de plantes, parce que en fait, je peux faire ça et je fais ça avec des teintures mères ou même avec des extraits de jeunes tissus végétaux qui sont dilués au dixième, donc il n'y a pratiquement pas de matière à l'intérieur, mais on capte quelque chose d'une manière qui, moi, me sidère. Enfin, j'en suis sidéré. Je n'arrive même pas à comprendre comment c'est concevable, mais finalement, aussi bien pour vous que pour ma propre expérience, ce qui nous transporte, ce qui est absolument exaltant, c'est qu'il y a une communication avec un être vivant. C'est Ouais. c'est des expériences de non-séparation. C'est-à-dire, c'est absolument merveilleux de pouvoir vivre ça. Mais ce qui est terrible, enfin, moi, je le vis comme quelque chose d'absolument terrible dans ma vie, c'est que vraiment, tu dis que les choses bougent. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des interlocuteurs, mais les interlocuteurs, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Le savoir universitaire, c'est un savoir qui est mort. Écoute, nous dans le vin, le vin est un liquide, donc il bouge beaucoup. Et écoute, il y a plutôt des choses. Bah, écoute, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Euh, on va peut-être, si tu veux peut-être dire un petit mot de clôture, Christian. Moi, j'aimerais juste déjà vous remercier tous d'avoir été là, puis je passerai la main à Christian ensuite pour tout ça. Christian, vous pouvez retrouver ses ouvrages donc en tapant Christian Escriva et donc il a écrit des livres qui sont juste magnifiques et profonds. Vous pouvez aussi aller sur le site legatilier.fr si vous voulez vraiment sentir ce que c'est qu'une l'âme d'une senteur ou une substance vivante et incroyablement puissante. Moi, je sais que je prenais du Ravinsara. Avant, je prenais du Ravinsara. Avant de connaître Christian, je prenais du Ravinsara simple. Et quand j'ai goûté le Ravinsara de Christian, bon, bah, voilà, il y a pas, je prenais quasiment pas de médicaments, mais là, ça s'est complètement arrêté. Voilà. Donc, voilà, je témoigne juste parce que c'est assez épatant de voir la puissance quand la lumière est concentrée dans une matière. Bah, voilà, il y a guérison, il y a plein de choses, il y a plein de choses assez incroyables, quoi. Un petit mot de conclusion, Christian? Oui, enfin, juste pour vous remercier, mais je suis toujours très content de ce type d'échange parce que, bon, on s'aperçoit que les questionnements sont absolument
parallèle, mais ça concerne la compréhension du monde vivant. Et c'est vraiment la tentative, l'effort, c'est la conscience posée et calme, la conscience claire et calme. C'est pour rentrer en contact avec du vivant, aussi bien pour les vins que pour les plantes. Donc, c'était un bon moment et je vous en remercie. Merci. Merci, un grand merci à toi Christian. Nous on se retrouve le 23 mars, mardi 23 mars avec Stéphane de Renoncourt. Je fais un petit coucou, j'ai vu 2-3 personnes qui seront samedi sur les formations. Donc un grand merci de votre fidélité, un grand merci à ceux qui nous verront en replay. Je vous dis à très bientôt et merci, un grand merci à toi Christian de ta gentillesse, de ta disponibilité et puis n'hésitez pas à vraiment rentrer dans le monde des huiles essentielles de Christian. C'est quelque chose d'absolument génial. Voilà. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous du cœur. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.